Bonsoir à tous. Bonsoir Philippe. Bienvenue à cette soirée qui initie une formule nouvelle. Euh, Philippe, merci d'avoir proposé ça. Merci de proposer cette formation qui est planifiée, enfin, pour le moment, on vise une année avec une récurrence d'un mois. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Philippe, je rappelle qu'il est auteur, il est médecin homéopathe, il est phytothérapeute. Et Philippe, j'ai simplement une question. C'est qu'est-ce qui t'amène à proposer cette formation et quelles sont tes intentions finalement? Ah, alors, ce qui m'amène à proposer cette formation, c'est un peu, comment dire, dans l'air du temps. Euh, le confinement m'a amené naturellement à privilégier les téléconsultations et donc j'ai fait par ailleurs d'autres conférences qui étaient programmées en présentiel et qui finalement se sont déroulées par Zoom, dont une que tu avais organisée toi-même. Et je me suis dit que ça pouvait être un moyen tout à fait sympathique d'organiser quelque chose qui serait assez léger et convivial, sans nécessairement organiser, comme c'est toujours un peu le cas, quelque chose d'un peu lourd euh, quand on essaye par exemple de programmer une formation, de louer les salles, de réserver tout ça à l'avance, que les gens viennent à telle heure précise, donc prennent leur voiture le soir, etc. Et je me suis dit, mais au fond, ça peut être aussi assez intimiste, en fin de compte, chacun chez soi, mais nous sommes tous réunis ensemble pour échanger sur tous ces sujets. Et ce qui donc autrefois était conçu comme une formation, j'ai pensé le développer. Alors, ça ne remplace pas forcément les formations en présentiel, mais si vous voulez, j'ai pensé le développer sous forme de causerie, de façon un petit peu informelle, de manière à ce que chacun puisse ensuite participer dans le jeu de questions et réponses. Et donc, il y aura une causerie par mois que j'ai souhaité gratuite, hein, que j'ai souhaité gratuite pour que ce soit accessible à tous. Et donc, Joachim et Christine ont tout à fait accepté de m'aider dans ce travail et je les en remercie beaucoup parce qu'effectivement, ça demande une présence, ça demande toute une organisation. Voilà. Donc, pour commencer ce soir, Philippe, je oui, t'interromps 2 secondes si tu es d'accord. On va faire une petite fenêtre sonore de 30 secondes où je vais donner le micro à tout le monde. Ça va être un joyeux brouhaha, mais au moins nous aurons l'impression d'être tous ensemble. d'accord, d'accord. Bon, Bonjour Bonsoir. Philippe. Bonjour. Bonsoir Philippe. Heureuse de vous retrouver. hein, Merci bon, beaucoup. Merci Merci pour merci. cette d'être là. Merci. proposition. Bon, c'est sympa. C'est vrai que le retour est sympa parce que il faut reconnaître que ça a quand même un petit côté un peu artificiel de parler devant a priori un écran, mais derrière cet écran, il y a vous tous et c'est très chaleureux et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Pour parler de un peu de méthode, qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Et nous allons voir donc le jeudi 28 janvier que pour comprendre cela, la clé tient en 3 questions. Qu'est-ce que je ressens, où je le ressens et depuis quand. Donc nous passerons notre prochaine soirée sur ce thème qui est un thème un peu plus pratique que celui que nous allons aborder ce soir. Alors, vous remarquerez aussi que la date n'a pas été choisie tout à fait au hasard. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus profonde, mais c'est aussi le moment où le jour commence à renaître. Et j'ai souhaité cette date pour précisément parler de cette pandémie, parce que je pense qu'effectivement, nous sommes dans un point bas et que petit à petit, le jour, à travers toutes les difficultés qui, bien sûr, ne sont pas toutes derrière nous, loin de là, mais je pense que le jour petit à petit va renaître. Et j'espère que ce que nous dirons ce soir permettra aussi d'une certaine manière d'y contribuer. Alors, cette soirée, donc, si la maladie est un langage, qu'est-ce que ce virus cherche à me dire? Eh bien, je vais la
si vous voulez, peut-être, je ne vais pas vous parler tout de suite de ce virus. Je vais d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ma démarche, donner quelques exemples pour situer mon propos et pour situer cette idée que la maladie est un langage. Elle cherche à nous dire quelque chose et nous verrons dans un deuxième temps ce que le Covid cherche à nous dire. Vous me pardonnerez si je dis le Covid plutôt que la Covid. J'ai beaucoup de mal à baptiser ce virus d'un nom féminin. Je trouve que c'est plus sympa que ça reste masculin. Voilà. Donc, euh, dans la première partie de la soirée, qui ne sera pas trop longue, je vais d'abord donner 2-3 exemples pour situer mon propos et pour montrer à quel point la maladie est un langage. Le premier exemple, c'est une femme qui s'appelait Suzanne. Suzanne qui avait 63 ans. Et à l'époque, Suzanne gardait ses petits-enfants. Elle était à la retraite. Et elle vient me consulter parce que brusquement, un beau jour, elle s'est réveillée un beau matin avec de l'eczéma sur le visage et sur les mains, sur la paume des mains. Et ça faisait 1 an que ça durait. Elle avait vu son dermatologue qui lui disait Madame, c'est de l'eczéma, mais les crèmes à la cortisone la soulageaient, mais elle voyait bien que le soulagement n'était que momentané. Dès qu'elle s'arrêtait de mettre de la crème, à nouveau, l'eczéma réapparaissait. Et donc, elle est venue me voir en tant qu'homéopathe pour savoir ce que l'homéopathie pouvait faire pour elle. Elle n'avait jamais pratiqué l'homéopathie, elle ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Et comme le font les homéopathes et comme je l'ai fait à l'époque, j'ai commencé par lui poser toute une série de questions. Est-ce que vous êtes plutôt frileuse? Est-ce que vous craignez la chaleur? Est-ce que vous préférez manger plutôt sucré, salé? Et à chacune de mes questions, elle avait l'air de plus en plus désespérée en disant mais docteur, ça me démange, ça me démange, hein, comme pour me rappeler qu'elle était venue parce que ça la démangeait. Si bien qu'elle répondait toujours à côté de mes questions et je n'arrivais pas à cerner son profil en tant que sur le plan homéopathique. Et à la fin de la consultation, j'avoue que moi aussi, ça commençait à me démanger un petit peu. Du coup, j'ai pris une grande feuille A4 et sur la feuille A4, j'ai noté « ça me démange ». Et j'ai entouré le « ça », j'ai retourné la feuille devant elle et je lui ai dit « mais quel est ce « ça » qui vous démange ?» Parce que de façon très curieuse, pendant toute cette consultation, Suzanne ne m'a jamais dit « ma peau me démange ». Elle m'a dit « ça me démange » comme si, inconsciemment, elle savait que c'était autre chose qui la démangeait. Et alors, ça faisait 1 an donc que c'était apparu, et naturellement, je lui ai dit « mais que vous est-il arrivé il y a 1 an auparavant ?» Elle réfléchit, ça n'est pas venu d'emblée, et comme la maladie était apparue brusquement, je lui dis, mais le début est sûrement, si le début est brutal, c'est quelque chose qui devait être tout à fait récent. Donc, qu'avez-vous vécu dans les 2-3 jours qui ont précédé l'apparition de la maladie? Et là, elle me regarde, assez sidérée. Eh bien, effectivement, 2 jours avant, elle avait reçu une lettre, Suzanne avait reçu une lettre de son fils, une lettre complètement incendiaire. Donc, son fils et sa belle-fille, régulièrement, faisaient appel au service de Suzanne pour garder les petits-enfants. Et Suzanne, qui était à la retraite, donc inoccupée, se réjouissait de ces moments. Sauf que Suzanne n'avait pas la langue dans sa poche et elle ne se privait pas de faire des remarques sur la manière dont les enfants étaient éduqués. Et comme vous l'imaginez, la belle-fille, elle a fini par prendre ça très très mal. Et un jour, elle a fini par dire à son mari, écoute, il faut que tu choisisses, c'est ta mère ou moi, moi j'en peux plus. Et donc, ce garçon en a rajouté une couche, il a fait une belle lettre à sa mère en lui disant nous ne voulons plus te voir et jusqu'à nouvel ordre, ne cherche pas à nous joindre, tu ne verras plus les petits-enfants, on se débrouillera autrement pour la garde des enfants. Donc, vous imaginez, Suzanne a été bouleversée par cette lettre et 2 jours après, donc elle se réveille un beau matin avec l'eczéma sur le visage et sur les mains. Prise de panique, son premier réflexe a été d'aller voir le dermatologue et le dermatologue lui a
a mis un mot, il a mis un nom sur sa maladie. Il lui dit, Madame, vous faites de l'eczéma. Voilà. Donc, en mettant le nom sur la maladie, il a quelque part, on va dire, neutralisé la question posée par la maladie. J'ai un eczéma, il faut que je soigne l'eczéma. Et bien souvent, le diagnostic va venir se plaquer sur ce que la personne ressent et du coup, elle ne pense plus à faire le lien. Et Suzanne, de façon très curieuse, n'avait pas fait le lien, ça faisait 1 an qu'elle avait ce problème de santé, et elle n'avait pas fait le lien entre ce choc moral qu'elle avait vécu et l'apparition de son eczéma 48 heures après. C'était tout à fait étonnant. Si je vous cite l'exemple de Suzanne, hein, c'est parce que finalement nous voyons à travers elle que le corps est comme un écran. Le corps est un écran sur lequel nous projetons ce que nous ressentons. Hein. Ce que nous ressentons, c'est quoi? Eczéma, hein, l'eczéma, ça brûle, c'est du feu. Et ça veut dire, l'étymologie du mot eczéma, ça veut dire qu'il bouillonne. Et Suzanne était dans une sorte de colère, hein, par rapport à la lettre de son fils, et une colère en même temps qu'elle avait retournée contre elle, parce que peut-être quelque part, inconsciemment, elle se rendait bien compte qu'elle avait une petite part de responsabilité dans cette rupture, hein, dans ces prises de position. Et le corps est un écran donc qui nous donne à voir, mais qui nous donne à voir d'une telle manière qu'en même temps, il fait écran, il voile. Hein, il voile ce que nous cherchons à nous dire à travers la maladie. Hein, donc c'est déjà un premier paradoxe. Et ce qui va s'exprimer dans le corps, c'est ce que nous ressentons. Mais ce que nous ressentons est qu'en même temps, nous refusons, comme si nous avions du mal à accepter ce ressenti, et nous avons du mal à l'accepter parce que quelque part, ça nous dérange. Et donc, nous allons questionner ce ressenti. Et pour questionner ce ressenti, nous le verrons tout à l'heure à propos du Covid, pour questionner ce ressenti, nous allons nous poser 3 questions. Hein. Il y a ce que j'appelle le ressenti global, c'est-à-dire comment je me sens de manière générale, hein, depuis que je suis malade. Il y a le ressenti local, qui est celui des symptômes, c'est-à-dire quels sont les symptômes que je ressens, hein, de tiraillement, de brûlure, etc. Et puis, ce que j'appelle le ressenti muet, celui qui ne donne pas de sensation, mais qui apparaît à travers les lésions. C'est-à-dire que nous allons interroger l'image que nous donnent les lésions pour essayer de comprendre, hein, ce que la maladie cherche à nous dire. Donc ces 3 ressentis, nous en reparlerons ce soir et puis d'autres soirs également. Mais donc questionner ce que cet écran est en train de nous voiler. Alors, vous allez me dire, bon, les questions de peau, on sait qu'il y a une composante psychosomatique, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, des problèmes mécaniques, hein? Regardez, par exemple, quelqu'un qui fait une sciatique. Hein, voilà. Je pourrais, à propos de sciatique, vous parler de l'histoire de Pierre. Pierre, qui est un homme de 44 ans, qui était en parfaite santé jusque-là, et qui a brutalement déclenché une sciatique de la jambe droite. Un beau matin, il s'est retrouvé cloué au lit. Et donc Pierre est allé voir le radiologue qui lui a fait une radio, qui lui a dit « Monsieur, vous avez effectivement une hernie discale avec une compression du nerf et forcément, donc ça coince. » Et quand Pierre a dit à ce radiologue, mais vous savez, docteur, il faut quand même que je vous dise, 2 jours avant l'apparition de la sciatique, j'ai découvert que ma femme me trompait. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce courrier? Qu'est-ce que c'est que ces SMS ou ces mails? Et là, eh bien, non seulement elle a tout avoué, mais elle m'a même dit qu'elle avait l'intention de me quitter, hein, chose qu'elle gardait pour elle jusqu'à présent, et elle a manifesté l'intention de quitter son mari. Et Pierre, donc, 2 jours après, se retrouve cloué au lit avec la sciatique. Il en parle à son radiologue, qui le regarde avec un petit sourire en disant « Mon brave monsieur, je vous comprends, votre position n'est pas très agréable, c'est sûr, c'est triste, mais bon, regardez dans la rue, quand vous vous promenez dans la rue, hein, si toutes les personnes trompées faisaient une sciatique, ça se verrait, hein, ça se verrait. »
Et bon, Pierre était évidemment un peu troublé de cette remarque. Et quand il est venu me voir, euh, je lui ai demandé de me parler un petit peu de son existence. Et là, il m'a appris qu'il s'était marié à 22 ans. Donc voilà un homme qui, à 44 ans, découvre qu'il est trompé et qu'il fait une sciatique. Et son mariage, donc, il avait 22 ans quand il s'est marié. Et une idée saugrenue m'a traversé l'esprit, hein. À ce moment-là, j'ai divisé, bon, 44 par 22, 44 divisé par 2, ça fait 22. Et je me suis dit, tiens, on va diviser 22 par 2, ça fait 11. Et j'ai dit à Pierre, mais que vous est-il arrivé à l'âge de 11 ans? Et là, il m'a regardé scotché en se disant, mais qui c'est? C'est un gourou qui est en face de moi, alors que c'était, comment dire, une idée qui m'avait traversé l'esprit simplement. Il me dit, ben, à 11 ans, j'ai vécu le drame de mon enfance. Mon père, je suis fils unique, et mon père nous a quittés. Je ne l'ai quasiment plus jamais revu, hein, après son départ. Et ça a été donc un drame pour ma mère et pour moi. Donc, 11 ans, son père le quitte, et quasiment, il a pratiquement très peu revu. 22 ans, il rencontre sa femme, c'est très bien, mais ça veut dire quoi? Il rencontre sa femme, ça veut dire qu'il quitte sa mère. Il quitte sa mère. Et à 44 ans, c'est sa femme qui le quitte. Autrement dit, cet homme-là a vécu l'abandon, hein, de trois manières différentes. Il y a une sorte de résonance, si vous voulez, c'était toujours la même tonalité dans des contextes un peu différents, mais c'est un peu comme une sorte de phénomène de résonance. Et donc là, euh, on voit que la maladie ne survient pas non plus par hasard. C'est pas forcément un stress, hein, qui vient comme ça par hasard et qui vous rend malade. C'est que ce qui se produit va faire résonance avec un passé douloureux semblable. Alors quelquefois, ça se produit de façon un peu cyclique, hein, à l'octave, comme je dis, parce que l'octave, quand vous prenez un piano, hein, si vous tapez euh, un La, donc d'un octave inférieur, puis un La d'un octave supérieur, la fréquence est double, hein. Quand vous passez à l'octave, la fréquence vibratoire, elle est double. Mais à l'oreille, ça ressemble un peu à la même chose. Vous avez la sensation d'entendre la même note à l'octave au-dessus. Donc il y a ce phénomène d'octave que j'ai souvent observé. Ce n'est pas une règle absolue, hein, n'allez pas prendre vos règles à calcul, mais c'est quelque chose que j'ai souvent observé, surtout quand il y a des ruptures, hein, ou des maladies graves, ou des ruptures, ou des accidents. C'est des choses qu'on voit souvent dans les phénomènes d'octave. Mais octave ou pas, le stress, si vous voulez, c'est quelque chose qui vient toucher du doigt une cicatrice ancienne. Alors, là, vous allez me dire, bon, d'accord, alors mécanique, ok, on peut le concevoir, ça aussi. Je dirais que peut-être que ce problème du bassin, Pierre ne l'avait pas forcément, c'est pas forcément venu du jour au lendemain. Il avait peut-être déjà une petite discopathie qui était un peu, je dirais, comme un maillon faible dans une chaîne, hein, et s'il n'y a pas de traction au niveau de la chaîne, eh bien, le maillon tient bien, mais le jour où il y a une tension, paf, c'est là où ça casse. Alors vous allez me dire, bon, je me rapproche un peu de mon sujet, et vous allez me dire, mais les maladies bactériennes, hein, qui s'attrapent de l'extérieur, hein, c'est pas quelque chose qui, comment dire, d'un conflit intérieur, c'est quelque chose qui vient du dehors. Je pourrais vous parler à ce propos de l'histoire de Maxime. Maxime, un garçon de 11 ans, euh, que sa maman m'amène parce qu'il avait une angine à point blanc et cette angine était latéralisée à gauche, du côté gauche, de façon assez marquée. C'était apparu brusquement un beau matin et la maman me parle des circonstances d'apparition de l'angine qui étaient apparues donc la veille au soir. Et elle me dit, ben voilà, avec mon mari, nous étions en train de regarder la télévision et Maxime jouait avec sa sœur dans la chambre, hein, sa petite sœur qui devait avoir 7-8 ans. Et vous savez, bon, 7-8 ans, ça commence déjà à être un petit peu chippie sur les bords. Et puis,
la petite sœur a trouvé les mots justes pour asticoter son grand frère, lequel s'est mis en colère. Il a tapé sa sœur et évidemment, sa sœur a hurlé et papa est arrivé. Et quand papa a fait éruption dans la chambre, il n'a pas cherché à comprendre ni une ni deux, il a donné une gifle à Maxime. Et cette gifle est venue souligner la jalousie que Maxime ressentait depuis longtemps, parce que pour lui, son père, depuis longtemps, il avait le sentiment que son père préférait sa sœur. Et là encore, le fait qu'il rentre dans la chambre et qu'il intervienne contre Maxime sans demander quoi que ce soit, était la confirmation que Maxime avait bien raison d'être jaloux. Donc, stress, c'est un terme anglais qui signifie appuyer, souligner, mettre le doigt sur, mettre l'accent sur. Et eh bien, en donnant cette paire de gifles, le père de Maxime a mis le doigt sur la jalousie, en disant voilà, ça fait mal, tu es jaloux, tu as bien raison d'être jaloux. Et il s'est retrouvé, pof, avec cette angine du côté gauche. Alors vous allez dire, mais ça n'est peut-être qu'une coïncidence. C'est vrai, ça peut être une coïncidence. Sauf que à Maxime, j'avais donné une dose de l'achésis. L'achésis qui est un remède en homéopathie que l'on donne souvent pour les maladies suite de jalousie. Et ce remède, l'achésis, l'a guéri en moins de 24 heures, alors qu'il avait de la fièvre. On avait fait un prélèvement, c'était du streptocoque, et tout a disparu en moins de 24 heures, parce qu'on avait soigné non pas le streptocoque, on avait soigné la cause de la maladie, la cause émotionnelle de la maladie. Ce qui m'amène à vous dire que la maladie, c'est comme une pièce à deux faces. On peut l'avoir sur un plan matériel, et si vous retournez la pièce, on peut l'avoir sur un plan émotionnel. Ce ne sont pas deux faces, comment dire, distinctes, elles sont distinctes l'une de l'autre. Elles pourraient sembler être opposées l'une à l'autre, mais la cause de la maladie n'est pas mécanique ou psychique, elle n'est pas bactérienne ou psychique, elle peut être les deux à la fois. Elle peut être bactérienne et psychique. La difficulté étant que quand vous êtes devant une pièce de monnaie, eh bien, essayez, vous prendrez ce soir une pièce de 2 euros, vous essayerez de voir les deux faces de la pièce en même temps. C'est impossible, vous n'y arriverez pas. Il faut choisir la face que vous allez voir, et du coup, en choisissant la face que vous allez voir, vous allez voir ce que vous avez décidé de voir. Et si vous décidez de voir des virus ou des bactéries, vous verrez des virus et des bactéries, point final. Mais si vous décidez de retourner à la pièce, alors autre chose va apparaître. Et c'est là, effectivement, où ça commence à devenir intéressant. Alors, donc la maladie, c'est un peu une sorte de ressenti, mais un ressenti qui est refoulé. Il est refoulé parce que, quelque part, il est pas acceptable. On n'a pas envie de le voir en face. Par exemple, Suzanne était en grande partie responsable du clash et elle avait du mal à le voir en face. Ce ressenti peut être refoulé aussi parce qu'on ne peut pas l'exprimer. Maxime, il avait en travers de la gorge, mais il ne fallait pas qu'il la ramène parce que s'il exprimait sa jalousie ou sa douleur, il était sûr d'en recevoir une deuxième. Il était sûr que son père allait à nouveau lui donner une gifle. Et ce ressenti peut être refoulé aussi parce que tout simplement, on ne l'accepte pas. Et Pierre, par exemple, Pierre n'acceptait pas le départ de sa femme. Voilà. Alors, j'en viens au virus, c'est quand même le sujet de ce soir. Mais avant de vous parler du Covid, je vais vous parler d'un autre virus parce que ça peut être aussi assez éclairant. C'est l'histoire de Marianne. Marianne, une femme de 38 ans, qui, ses enfants commençaient à grandir. Elle était femme au foyer dans une jolie maison. Son mari travaillait, avait une belle situation, il rentrait tard le soir. Et donc, Marianne, quand les enfants ont commencé à grandir, n'avait, je dirais, plus grand-chose à faire, puisque les enfants commençaient à devenir autonomes. Et elle a commencé à se dire, bon, les enfants grandissent, ils vont bientôt partir, je vais me retrouver toute seule entre quatre murs. C'était pas très, comment dire, c'était un projet qui l'enchantait guère. Et du coup, Marianne s'est inscrite dans une formation de naturopathe, de naturothérapeute, et donc une formation qui l'a passionnée.
Sauf que malheureusement, au bout de 3 semaines après s'être inscrite, 3 semaines de cours, elle a commencé à ressentir une fatigue de plus en plus importante et au point d'aller voir son médecin traitant qui lui a fait un bilan. Et dans le bilan, le médecin traitant a découvert que Marianne avait une hépatite C. Et il lui dit, ben voilà, madame, votre fatigue vient de l'hépatite C, vous avez une hépatite C. Mais du coup, Marianne lui dit, mais docteur, comment j'ai pu attraper ça, hein? Euh, alors, ils ont fait des recherches ensemble. Vous savez, l'hépatite C, ça ne tombe pas du ciel. Euh, et Marianne s'est souvenue qu'à l'âge de ses 19 ans, elle était à l'époque en difficulté avec ses parents et elle a quitté ses parents pour aller vivre avec un jeune garçon qui était toxicomane. Et vous savez, les toxicomanes, ils ont ce côté un peu ailleurs qui peut être quelquefois fascinant, hein, pour des personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur peau. Et Marianne avait été fascinée par ce jeune garçon et elle avait essayé, elle aussi, la toucher à la drogue, hein, donc à se piquer comme lui. Et elle s'était très probablement donc contaminée de cette manière parce qu'il n'y avait pas eu d'autre chose qui aurait pu expliquer cette contamination. Et ça a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari actuel, qui lui, bon, était vraiment fou amoureux d'elle et qui l'a aidé à se sortir de la drogue, à se sortir de cette situation. Et donc, elle a vécu heureuse avec ses deux enfants. Et alors, quand elle est venue me voir, Marianne m'a dit, mais docteur, c'est quand même pas juste, hein, ce virus que j'ai attrapé, donc quand j'ai été toxicomane, bon, ça a duré combien de temps? J'ai été toxicomane pendant 3 mois, je m'en suis sorti, hein, donc, et puis ça fait 19 ans, maintenant ça devrait être fini, pourquoi ça me rattrape maintenant? Et j'ai répondu à Marianne, c'est pas comme ça que vous devriez vous poser la question. La question, vous devriez plutôt la poser, vous dire, mais pourquoi ce virus m'a-t-il laissé tranquille pendant 19 ans, hein? Puisque elle l'a contracté à 19 ans, hein, et ce virus se réveille à 38 ans, donc à 2 fois 19 ans. Qu'est-ce qui fait que ce virus se réveille maintenant? Alors on a essayé de comprendre ensemble ce qui se passait, et ce qui est apparu finalement, c'est que à 18 ans, elle voulait partir de chez elle, mais elle n'avait pas le courage de le faire toute seule. Il a fallu que ce soit ce garçon, toxicomane, qui la rencontre, qui la prenne par la main et qui l'aide à s'affranchir de la maison familiale. Donc, au prix de retomber dans une autre dépendance, une dépendance toxique. Et après, elle a rencontré son mari, peu de temps après, elle a rencontré son mari qui lui aussi l'a prise par la main pour l'aider à se sortir de cette situation. Tout ça, donc, elle avait 19 ans. Et à 38 ans, eh bien, c'était la première fois, au fond, qu'elle cherchait à s'approprier sa vie elle-même, hein, à s'approprier son existence toute seule, à faire ses choix et à avancer. Et donc, elle était comme confrontée à un défi. Et ce défi a réveillé cette espèce de ce manque de confiance en elle qu'elle avait à l'époque et qui l'a paralysée. Le foie, pour comprendre un peu, hein, ce que c'est l'hépatite, le foie, c'est le dernier organe de la chaîne digestive. Et en tant que dernier organe de la chaîne digestive, c'est celui qui est dans l'étape ultime de l'assimilation des aliments. Donc les aliments, on va dire symboliquement, c'est un peu comme les expériences de la vie que nous assimilons, que nous métabolisons, que nous ingérons avant de les faire nôtres. Eh bien, ces aliments sont dégradés, donc d'abord par les dents, ensuite par l'estomac, par le pancréas, etc. Et ils restent encore, comment dire, étrangers jusqu'au moment où ils arrivent dans le foie. Et quand ils arrivent dans le foie, il se produit une sorte d'alchimie, hein, où l'aliment devient moi. Il passe par le filtre du foie qui, quelque part, lui donne l'autorisation de partir dans le sang circulant et de faire partie de moi, c'est moi,
Cette molécule, c'est moi. Et les autres molécules qui me défendent ne vont pas l'attaquer parce qu'elles vont reconnaître que c'est moi. Donc, il y a une sorte d'appropriation. Et le foie, donc le reflet du moi, c'est ce moi qui va s'approprier les choses, qui va s'approprier sa vie. Donc, c'est un peu un organe qui va traduire un peu notre désir, nos désirs de nous approprier notre existence et de pouvoir dire, ben ça c'est moi, ça m'appartient. Et c'est aussi un organe qui est très important dans la neutralisation des produits toxiques, qui va dire, ben ça je n'en veux plus, c'est fini, ça ne m'appartient plus. Donc, il le neutralise et ça disparaît. Donc, Marianne, confrontée un peu à cette difficulté. Et je voudrais souligner ici une question. Au fond, le virus, ce virus, c'est quoi? Un virus, donc c'est un fragment d'ARN, plus ou moins élaboré, qui est porteur d'une information. L'ARN, c'est une information au même titre que l'ADN. Donc, c'est un ensemble, ce sont des chaînes, donc d'une double hélice avec des bases qui s'entrecroisent. Et quand vous regardez ça, on dirait que c'est un peu comme une sorte de code qui se déroule. Donc, ce code, comme comme le parchemin, comme les hiéroglyphes, comme comment dire, les microfilms, et vous le déroulez et ce code donc apporte une information. Alors, comme vous le voyez, à notre époque, c'est quelque chose qui est assez facile à voir. Il y a deux sortes d'informations. Il y a des informations justes et des informations fausses. Les informations justes, elles apportent la vérité, elles nous libèrent, elles éclairent, elles apportent quelque chose voilà, qui va nous éclairer et qui va nous libérer. Les informations fausses, elles nous entraînent dans une impasse, elles sont toxiques et elles peuvent faire énormément de dégâts, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Et Marianne, quand elle était enfant, était toujours, comment dire, un peu dévalorisée par ses parents, et notamment par sa mère, qui lui disait « mais toi, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu n'es qu'une pauvre fille », etc. Et du coup, elle avait intégré cette information toxique. Elle avait intégré cette information toxique et le virus avait fait résonance avec ça. Le virus tout seul n'aurait peut-être pas fait résonance, si, en tout cas, quand il est rentré à l'âge de 19 ans, il n'a pas fait énormément de dégâts, mais c'est quand, à 38 ans, la situation a réactivé l'information que le virus s'est réveillé. Et à Marianne, je lui ai dit, les messages que vous avez reçus dans votre enfance vous ont amené à douter de votre valeur et de vos capacités, mais n'oubliez pas que cela, ce n'est pas vous, c'est une projection. C'est une projection que vos proches ou que l'histoire de votre famille ont faite sur vous. Dégagez-vous de cette projection, reprenez confiance en vous et vous découvrirez que vous êtes tout à fait à la hauteur de vos aspirations. C'est cette espèce de petite secousse que je lui ai proposée. Vous me croirez si vous voulez, mais ça a tilté, ça fait un déclic et elle a accroché avec ça. Petit à petit, elle est allée de mieux en mieux. Bon, il y a eu des traitements aussi, mais ça a été, comment dire, quelque chose qui a neutralisé l'information toxique pour permettre à l'information de vérité, petit à petit, de refaire surface. Donc, elle a décidé de reprendre les choses en main et elle s'est guérie graduellement de cette fichue hépatite. Autrement dit, plus vous croyez que vous allez guérir, plus vous aurez des chances de guérir. Cela dit, bon, s'il subsiste un doute en vous, ce doute risque de saboter le processus. Et tout ça va tenir à une information, d'une part à une information, et aussi d'autre part à la manière dont nous allons adhérer à cette information. Et j'en arrive donc à la question des maladies collectives. Qu'en est-il des maladies collectives? Et en particulier de celles que nous vivons à l'heure actuelle. Eh bien, d'abord un constat. L'humanité est malade dans son ensemble, elle est malade depuis longtemps. Elle est malade de quoi? J'ai presque envie de dire, elle est malade de ne pas savoir qui elle est. Elle est malade de désirer ce qu'elle a déjà, au point de sacrifier ce qu'elle a dans l'espoir d'en avoir davantage encore.
c'est comme un désir qui n'a plus de sens, et tout ça va créer, ce désir va créer des inégalités, de l'injustice et de la souffrance. Et ce désir, hein, un peu fou, me rappelle l'histoire de cet homme marié à une femme adorable, hein, aimante et jolie comme tout, mais cet homme est allé voir ailleurs, hein, parce que c'était pas assez. Résultat, il a perdu sa femme, son amante l'a plumé comme un poulet, et il s'est retrouvé tout nu, hein. À force de désirer ce qu'il avait déjà, il a fini par s'égarer. Et j'ai un peu le sentiment que, quelque part, c'est quand même ce que nous vivons, hein, dans notre humanité par rapport à ce désir matérialiste, hein, qui est sans fin et qui s'auto-entretient. Alors vous allez me dire que le désir est dans la nature humaine, c'est vrai, hein, c'est quand même aussi ce qui nous permet d'avancer. Mais quand ce désir manque de sagesse, il engendre de la souffrance autour de lui. Même la Terre en souffre. Et avant ce virus, regardez ce qui se passait avant ce virus, on avait bien conscience que l'humanité allait droit dans le mur en prenant le risque de se retrouver toute nue comme l'homme de notre histoire. Et voilà que ce virus est arrivé, par malheur ou par bonheur, je ne sais pas, mais comme disait Shakespeare, hein, en toute situation mauvaise, il y a la quintessence d'un bien. Il y a la quintessence d'un bien. Ce virus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a arrêtés. Il nous a obligés à faire une pause. Il nous a confinés. Enfin, c'est pas lui uniquement, mais je veux dire que du fait de sa présence, hein, nos gouvernants ont jugé bon de nous confiner. Et ce virus, quelque part, nous demande, mais pour toi, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est, alors on pourrait en parler avec Joachim, ça plus précisément, hein. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'alimentation matérielle, hein, l'épicerie où on va trouver de quoi manger, ou l'alimentation spirituelle, hein, les bouquins euh, qui, euh, qui nous permettent, qui nous nourrissent aussi à un autre niveau, hein. Voilà, pour toi, qu'est-ce qui est essentiel? Dans sa manière de faire, ce virus met le doigt sur ce qui est essentiel et il va le faire d'une manière particulière. Il va nous en priver pour que nous en prenions conscience, hein. Il va nous priver de quoi? Ben, regardez ce qui se passe, hein, en ce moment. Voir des amis, aller au concert, sortir au resto, voir la famille, voir les enfants et les petits-enfants. Ce qui est essentiel, ce sont nos relations. Et nous découvrons, même si bon, nous le savions déjà, mais c'est quelque chose que ce virus est en train de pointer du doigt, nous découvrons que ce n'est pas ce que nous possédons qui est l'essentiel. C'est encore moins l'ivresse du travail, hein, dans laquelle on s'intoxique jusqu'à ce que la boîte qui nous emploie nous dise au revoir et merci, hein, parce que ça, on le voit bien souvent aussi. L'essentiel, il est dans les liens que nous tissons entre nous. Et j'irai même plus loin, ce sont ces liens qui vont nous aider à sortir, hein, du marasme dans lequel nous allons nous retrouver, hein, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, hein. Ce sont ces liens que nous tissons entre nous qui vont nous aider les uns les autres, hein, dans une entraide particulière. Alors, beaucoup de choses ont été dites, hein, sur le coronavirus. De nombreuses prises de position se sont affirmées. Je n'ai pas l'intention ce soir d'en rajouter une couche. Et je n'ai pas davantage l'intention de verser dans la polémique en tentant de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je vais vous proposer simplement de regarder ensemble ce qui se passe. Actuellement, on va dire qu'il y a deux extrêmes. D'un côté, par exemple, il y a ceux qui sont pour les masques, pour le vaccin, pour ce que je vais appeler la version officielle des faits. De l'autre, il y a ceux qui sont dubitatifs, voire carrément hostiles, contre le vaccin, contre les masques, contre le système. Et puis entre les deux, bon, il y a ceux qui hésitent. Il y a aussi ceux qui prennent parti pour ou contre l'hydroxychloroquine, ceux qui pensent que tout cela est cousu de fil blanc, comme j'ai pu le lire récemment, dans le blog d'un médecin, ceux qui pensent que nos gouvernants sont manipulés par les labos, ce qui n'est pas forcément complètement faux, et ceux qui pensent que ce virus a été élaboré en laboratoire et que sa fuite n'est pas forcément accidentelle. Bref, quand vous regardez ce qui se passe, il y a deux camps, hein. Il y a deux camps et avec une certaine difficulté, entre guillemets, de choisir entre les deux, hein. D'un côté, il y a ceux qui pensent que nous sommes face à une réalité
et que tout le monde essaie de s'organiser du mieux possible, plus ou moins bien face à cette réalité, avec des couacs, naturellement, puisque c'est quand même quelque chose qui est un peu inattendu. Et puis, de l'autre, il y a donc tous ceux qui pensent que ça relève de cette manipulation cousue de fil blanc. Et il y a entre les deux ce que j'aimerais appeler la voie du juste milieu, euh, qui consiste à dire qu'il y a une réalité incontestable, mais il y a aussi une autre réalité qu'on appelle la réalité humaine, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Et c'est aussi cela que ce virus est venu éclairer. Ce virus, je l'ai appelé le soleil noir, j'en reparlerai, mais il est venu quelque part éclairer tout ce qui ne va pas dans notre humanité. Et je veux dire par là que la tentation d'utiliser cette situation, cette pandémie, elle est objective, mais en même temps, ça n'enlève rien à son existence et aux défis qu'elle nous pose. Il y a vraiment les deux. Et donc, face à ces prises de position aussi tranchées d'un côté comme de l'autre, la voie du juste milieu est difficile et de plus en plus difficile à tenir. Et nous en reparlerons tout à l'heure. Mais ce que je veux dire à présent, c'est que si nous voulons vraiment, réellement voir les choses comme elles sont, nous devons cesser de les personnaliser. Pourquoi? Parce que lorsque notre ego s'attache à une idée, et plus encore à un rôle, il s'en empare, il s'en sert comme d'un cheval de bataille, ce qui va lui permettre de transférer à l'extérieur ses propres conflits intérieurs. Du coup, l'idée à laquelle il s'attache va devenir sa raison d'être, le débat devient passionné et ça ne fait qu'ajouter de la confusion à la confusion. Donc, moralité, si nous voulons travailler ensemble, essayons de nous élever sur le plan de l'âme, sinon je pense que nous aurons beaucoup de mal à en sortir. Donc, ce virus nous pose de nombreux défis, à commencer par celui du détachement. Alors, je ne vais pas vous parler ce soir du grand détachement, ce que j'appelle le grand détachement que représente la mort, qui est là quand même, il faut le reconnaître que ça fait partie de cette situation. Ça, c'est malheureusement une réalité et ça crée beaucoup de souffrance pour les familles. Mais le détachement dont je parle, c'est celui de l'ego qui s'attache à ce qu'il croit être juste, au point de l'enfourcher comme un cheval de bataille et de faire de cette bataille sa raison d'être. La question que nous pose le détachement, c'est aussi celle de nos croyances. Ce que j'appelle croyances, ce sont les certitudes sur lesquelles nous prenons appui. Et si vous voulez, c'est un peu comme des marches d'escalier. La croyance, c'est la certitude sur laquelle je vais prendre appui. C'est un peu comme la partie horizontale d'une marche d'escalier. Donc vous êtes là, vous avancez sur la partie horizontale, vous prenez appui, c'est solide, sauf qu'il y a la contre-marche. Il y a la partie verticale de la marche qui vous arrête, vous butez contre. Et nous sommes en train de buter contre. Il y a une question, pardon, j'entends un bip. Non? Bon. Donc, nous venons buter contre cette marche et cette butée, ce mur, c'est ce qui va nous aider à dépasser le plan sur lequel nous sommes pour sauter à un étage, pour marcher, pour prendre pied à l'étage supérieur, sur la marche supérieure. Ce qui veut dire que l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon, comment dire, régulière, c'est quelque chose qui se fait par une succession de sauts quantiques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vérifie dans l'évolution de l'humanité. Il y a et il y a eu des sauts quantiques. Voilà. Donc, cette contre-marche, elle n'est pas là pour nous casser les pieds, au contraire, elle est là pour nous aider à nous élever, à quitter un plan de certitude pour découvrir un plan supérieur. Et quand un virus nous arrête, et quand ce virus nous arrête, c'est la même chose. Et historiquement, les grandes pandémies ont toujours changé quelque chose dans les civilisations, et je pense que celle-ci, elle a quelque chose de plus que les autres, c'est que peut-être pour la première fois, c'est toute l'humanité qui est concernée. Quand vous regardez l'histoire, il y a eu des pandémies, c'est vrai, mais elles sont restées quand même localisées dans certaines régions du monde. Et là, on a vraiment le sentiment que personne, quelque part, ne peut se prémunir ou échapper, à moins d'aller vivre tout seul dans le désert. Personne ne peut dire qu'il va échapper à ce virus. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous sans exception. Et
c'est à la fois une difficulté, un défi, mais peut-être aussi une opportunité. Alors, j'en reviens, j'en reviens à la question, qu'est-ce que ce virus cherche à nous dire? Au début de cet entretien, j'ai évoqué 3 niveaux de ressenti. Je vous ai parlé du ressenti global, du ressenti local et de ce que j'appelle le ressenti muet. Le ressenti global, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle, hein, qui combine un confinement, un sentiment d'enfermement, une perte de liberté et d'espace, et enfin, pour certains, une peur du virus et pour d'autres, une peur de l'avenir. Le ressenti local, c'est ce que vit le malade. Il y a de la fièvre, donc il y a du feu, il y a de l'inflammation, et l'inflammation qui est synonyme aussi de colère, hein. Il y a aussi des maux de tête, des courbatures, de la fatigue, hein, qui sont une lutte, hein, qui vont représenter une lutte, une réaction de l'organisme pour se dégager de cette information parasite. Et à un degré de plus, ce qui caractérise ce virus, c'est un manque d'oxygène qui va se manifester par une oppression et qui aura un impact non seulement sur les poumons, mais aussi sur d'autres organes. Or, nous le verrons plus loin, l'oxygène, c'est un peu comme la joie de vivre, et je pense que ce virus est en train de pointer l'impact de nos vies matérielles sur la joie de vivre. Et enfin, il y a ce que j'appelle le ressenti muet, qui est celui de nos lésions, et nous allons voir que ces lésions nous indiquent avec beaucoup de finesse ce que ce virus cherche à nous dire. Donc, je vais reprendre les trois ressentis. Hein. Commençons par le ressenti global, celui qui est vécu au niveau social. J'ai autrefois appelé ce virus, je l'ai appelé le soleil noir. Je l'ai appelé le soleil noir parce que d'abord, il a la forme d'un soleil obscurci par la lune, à l'image d'une éclipse qui ne laisse apparaître que la couronne, d'où son nom de coronavirus. Ensuite, vous remarquerez que comme le soleil, il est né à l'est, les pauvres Chinois, hein, il est né à l'est pour se propager à l'ouest, comme s'il suivait la trajectoire du soleil. Mais au lieu de nous apporter sa lumière, il éclaire un peu partout dans le monde ce qui est noir, ce qui ne va pas. Il met le doigt sur ce qui ne va pas, sur l'impréparation de nos gouvernements, sur les enjeux financiers, hein, autour des traitements, autour du vaccin, et sur les inégalités sociales qui malheureusement risquent de devenir de plus en plus criantes au fil des mois. Autrement dit, il souligne ce qui ne va pas comme un défi à relever. Alors quand je parle de défi, ce n'est pas un défi, hein, ces défis sont multiples. Hein. Quand je pense par exemple aux défis économiques, je pense que nous ne pourrons pas traverser le défi économique sans revoir le fondement, hein, de notre, du lien social actuel, hein, sans mettre un peu plus de solidarité. Même des économistes, hein, certains économistes qui sont pourtant marqués à droite, disent que nous assistons à la fin d'un monde. Hein. Ils pensent que même si elles parviennent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu, les structures bancaires capitalistiques ne tiendront pas le choc à court ou moyen terme. Et ils disent que la seule solution réside dans un plus juste partage. J'ai lu il y a 48 heures l'article d'un économiste qui a expliqué ça dans un article du Figaro, qui n'est pas forcément un journal d'extrême gauche. Hein. L'économiste lui-même est aussi tout à fait marqué à droite, mais il disait, mais on ne s'en sortira pas sans un juste partage. Autrement dit, ça commence à bouger, hein, lentement mais sûrement, hein, et même si ça n'est qu'un tout petit début, je pense qu'une idée est en train de germer. Il y a le défi sanitaire, et je pense que ce défi sanitaire, nous n'arriverons pas à le relever avec des querelles d'ego, et encore moins, bien sûr, si les intentions des uns et des autres ne sont pas toujours bien claires. D'ailleurs, quand je vous ai dit que ce virus était une information, vous remarquerez que c'est très curieux de voir que ce virus est arrivé au moment où les informations mondiales étaient de plus en plus confuses, hein, et comme si ce virus venait ajouter de la confusion à cette confusion. Un petit clin d'œil en passant. Hein. Donc, je vais prendre cet exemple, je dirais un peu ironique, hein, d'une récente synchronicité. Il y a deux événements qui se sont produits presque en même temps. D'une part, l'assassinat dramatique d'un enseignant, hein, qui nous a interpellés sur la liberté d'expression à propos des caricatures de Mahomet.
Et à propos de cette liberté d'expression, notre chef d'État est monté au créneau pour rappeler combien la liberté d'expression était un pilier fondateur de la démocratie. OK. Sauf que dans le même temps, un célèbre chercheur marseillais, que je ne nommerai pas, s'est vu attaqué par l'ordre des médecins pour ses prises de position. Un autre chercheur s'est retrouvé discrètement interné dans un hôpital psychiatrique. Hein, et un troisième se voit démis de ses fonctions pour des propos jugés indignes. Bref, la liberté d'expression, c'est bien, mais ça dépend de quoi on parle. Alors, il faut reconnaître qu'il peut y avoir la manière de dire les choses. Hein. Par exemple, si je vous dis, c'est un autre clin d'œil, hein, si je vous dis qu'en Inde, des médecins homéopathes disent avoir guéri des formes graves de Covid avec un remède homéopathique, à savoir arsénicum album 30 CH, 3 granules toutes les 2-3 heures dès que l'oppression apparaît, hein, même si ce remède se trouve chez nous, l'Inde c'est loin et je ne prends pas beaucoup de risques à vous en parler. Je dois aussi vous ajouter, pour être honnête, qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude en double aveugle qui aurait été le seul moyen de prouver ou non l'efficacité de ce remède. Hein, l'étude en double aveugle, bon, une étude comparative, par exemple, ça consisterait à donner à certains malades le vrai remède et à d'autres les granules d'un placebo. Alors, vous allez me demander pourquoi cette étude n'a pas eu lieu. Eh bien, c'est simple, mettez-vous à la place du médecin qui va prescrire ce remède. Imaginez-vous qu'il a dans sa main droite un tube de couleur bleue, hein, arsénicum album, et de l'autre un tube de couleur marron avec des granules de perlimpinpin, hein, donc un vrai placebo. Et il est là, il pense que arsénicum album peut soigner son patient, mais pour faire son étude, il se dit il faut que je donne le placebo. C'est pas possible, c'est inhumain. Jamais un médecin qui est né, comment dire, enfin qui est né, qui a fait ses études et qui fait son travail dans son désir de soigner les gens et de les guérir, jamais il va s'amuser à donner un placebo pour voir. Hein. Et il va forcément donner le remède qu'il pense être le mieux adapté pour le patient. Alors, comment chercher, comment découvrir la vérité dans ce cas-là? Eh bien, c'est simple. Hein. La science a imaginé une tierce personne, hein, par exemple un pharmacien, qui est le seul à connaître la composition des granules et qui va remettre alternativement l'un ou l'autre médecin, et le médecin qui va donner les tubes ne saura pas, hein, ce qu'il y a dans les tubes. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation en double aveugle. Mais ça ne fait jamais que déplacer un petit peu l'inhumanité. Et du coup, vous voyez que la recherche de vérité et le désir de guérir, ça peut ne pas être toujours très compatible. Et ça, c'est une vraie question. Hein. Et si nous ne l'abordons pas avec détachement, si nous l'abordons d'une manière passionnelle, ça ne fera qu'ajouter de la confusion à la confusion. Il y a le ressenti local, hein, que nous avons évoqué, hein, donc fièvre, courbature, etc. Ce ressenti local, il va traduire les efforts de notre organisme pour nous dégager de quelque chose. Et nous faisons tellement d'efforts que ça nous pompe de l'énergie, hein, d'où la fatigue. C'est une sorte de lutte entre le moi et le non-moi, hein, ce qui revient à affirmer qui nous sommes. Et stimuler ces défenses immunitaires, c'est comme aider l'organisme à dire « je ne suis pas cela ». Et quant à la sensation d'oppression, de souffle court, hein, nous avons évoqué le lien entre Covid et joie de vivre, et nous allons préciser cela de façon plus précise, hein, au niveau du ressenti muet, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire. Alors, ce qui se passe au niveau cellulaire, hein, ce ne sont pas les symptômes que nous ressentons. Ce qui va nous parler à ce niveau-là, c'est l'image de la lésion. Alors, nous n'avons pas encore autant d'études comment dire, à disposition que cela, mais certaines études, notamment une étude qui est parue en avril et qui a été confirmée depuis, nous apprend que ce virus va s'attacher principalement à l'hémoglobine du sang, d'où vont découler des lésions multiples de différents organes. Alors, l'hémoglobine, qu'est-ce que c'est? C'est un système très ingénieux conçu par la nature qui va consister à encadrer une molécule de fer entre 4 autres molécules. La molécule de fer, et puis vous avez 4 autres molécules, vous imaginez le cadre,
Voilà, elle est encadrée. Et donc, ça permet de, comment dire, de, de, de contrôler le fer, et il vaut mieux le contrôler parce que le fer, c'est quelque chose qui est naturellement agressif, qui est avide d'oxygène, et de ce fait, il a une certaine toxicité pour les cellules. Donc là, il est encadré hein, dans une structure qu'on appelle l'EM. M, ce n'est pas un AIME, hein, c'est HEME, HEME, l'EM. Et cet M, HEME, lui-même va être enveloppé d'une petite pelote de protéines qu'on appelle la globine, d'où le nom hémoglobine. Hein, voilà. Et donc la globine, hein, cette pelote de protéines qui entoure l'hème, elle va jouer un rôle essentiel. En effet, tout ce qui vit respire quelque part, et tout ce qui vit est pris dans un rythme. Eh bien, la globine aussi est prise dans un rythme. Elle est animée d'un mouvement de contraction et de dilatation, un peu comme dans les mouvements du cœur. Et ce mouvement de dilatation va se produire quand elle est au niveau des alvéoles pulmonaires. Elle va se dilater. L'oxygène est alors capté par l'hème et il va se fixer sur le fer. Et à l'inverse, quand le sang arrive à destination des cellules, la globine va se contracter et ça contraint le fer à libérer l'oxygène. Et le Covid va intervenir ici de manière particulière. Pour se développer, hein, il va attaquer le cadre dans lequel se trouve le fer. Il va attaquer hein, ce cadre qui enveloppe le fer et ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que le fer est libéré dans le sang. Et quand le fer est libéré dans le sang, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose de très toxique. Il va attaquer les cellules et provoquer des lésions du fait de sa toxicité. Ça commence au niveau des parois vasculaires qui vont s'enflammer et ça va provoquer une vascularite. Parallèlement, cette affinité pour l'hémoglobine pourrait expliquer l'affinité du virus pour la moelle sanguine, ce qui indirectement aboutit à une formation anormale de plaquettes. Je vous passe les détails du processus, hein, mais retenez simplement qu'il y a davantage de plaquettes et du coup, il va y avoir des caillots hein, qui vont se former dans les petites artères. Et c'est d'ailleurs la présence de ces caillots qui, le plus souvent, donc, est une complication majeure de cette maladie. Mais il y a une seconde conséquence de ça qui est tout aussi sérieuse, hein, c'est que l'oxygène ne peut plus se fixer sur l'hémoglobine. Du coup, tous les tissus en seront affectés. Hein, c'est un peu comme si vous vous retrouviez à 7 ou 8 000 mètres d'altitude sans avoir eu le temps de vous adapter. Autrement dit, le virus va attaquer le cadre sur lequel se fonde notre existence. On commence à arriver dans la métaphore. Donc, ce cadre d'une existence qui est basée sur le rythme qui permet au fer tantôt de s'approprier l'oxygène, tantôt de le libérer, et ce, principalement grâce à l'action de dilatation et de contraction de la globine. Et je vous invite maintenant à retourner la pièce en examinant les choses non plus simplement sur un plan biologique, mais en écoutant ça comme un langage. Imaginez que ce soit comme une métaphore. Hein. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, la métaphore, on l'a vu, le Covid attaque le cadre, et pas n'importe lequel, puisque c'est le cadre qui nous permet de vivre grâce à une relation tout à fait particulière entre le fer et l'oxygène. Alors, on va voir de près cette relation. Hein. La métaphore de l'oxygène, c'est quoi? Respirer, prendre l'air, c'est s'emplir d'une énergie particulière, l'énergie de la joie de vivre. Alors, vous allez me dire que c'est un raccourci facile, sauf que, euh, je l'ai vécu, hein, cette expérience. Pour en dire juste deux mots, je ne vais pas trop vous encombrer de ça, mais il y a une quinzaine d'années à peu près, j'ai fait un infarctus. Et donc, un infarctus assez sérieux, hein, 5 pontages, bon, donc voilà. Et je dois dire que dans les jours qui ont suivi, j'étais pas frais, j'étais au fond de mon lit d'hôpital. Quand je vois arriver un solide gaillard en blouse blanche, c'était le kinésithérapeute, qui m'appelle par mon nom et qui me dit, voilà, vous êtes attendu à 9 heures dans la salle de gymnastique. J'étais encore une fois au fond de mon lit, j'avais du mal à me lever et au début je me suis dit c'est une blague.
c'est une blague. Mais ce monsieur avait l'air d'être tellement, comment dire, à la fois chaleureux et en même temps sûr de lui, que sa certitude a fini par s'imposer à moi. Il faut que je me lève pour aller dans la salle de gym. Voilà. Et c'était 9h moins 10. Donc, j'ai bien pris 10 minutes pour pouvoir me relever, être un peu présentable. Et je me souviens, cette salle de rééducation, elle était à peu près à 30 mètres de ma chambre, dans un long couloir, avec une rampe qui longeait le couloir, une rampe sur laquelle je m'appuyais, parce que à chaque fois que je marchais, j'avais une hypotension, et donc le voile qui tombait sur les yeux, j'avais l'impression que j'allais effectivement m'écrouler par terre. Et tout en me disant, c'est une blague, c'est une blague. Mais bon, voilà. Et cet homme-là, allez savoir comment, il m'avait convaincu d'aller me présenter dans cette salle. La porte était entrouverte, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une vingtaine de malades qui étaient liquéfiés sur leurs chaises, euh, dans des positions comment dire, tout à fait explicites. Et ça m'a rassuré, je me suis dit, je ne suis pas le seul, ouf, voilà. Et donc, notre kinésithérapeute a commencé par nous faire des exercices, mais d'une simplicité déconcertante. Donc, nous restions assis, et puis, voilà, respirer, souffler. Bon, des choses qui paraissaient bêtes, et qui au début m'ont paru bêtes. Sauf que au bout de 20 minutes, respirer, souffler, j'ai ressenti tout à coup l'énergie revenir, une énergie indéfinissable, une énergie particulière, et non seulement l'énergie est revenue, mais en plus, avec cette énergie, j'ai senti que je retouchais la joie de vivre. Et j'ai touché du doigt le fait que la joie de vivre, j'avais lu dans les livres, on parle du prana, on parle de... Bon, mais peut-être que, peut-être que je l'avais vécu parce que j'étais épuisé, et donc du coup mon mental était, comment dire, ouvert, il ne faisait pas de barrière. Mais j'ai découvert que la joie de vivre, elle est là, à portée de main. Elle nous est donnée en abondance, et, et nous sommes effectivement, je dirais, nous n'avons pas besoin de beaucoup plus que de cela, que de pouvoir respirer. Voilà. Donc, cela pour dire que c'est une expérience, et nous vivons, j'avais 60 ans à l'époque, donc ça veut dire que j'ai vécu pendant 60 ans à côté de cette réalité. Et j'ai découvert cette réalité à 60 ans, et en me disant, mais finalement, nous vivons à côté de la réalité sans même nous en rendre compte, alors que cette réalité, c'est notre source de vie. Voilà pour l'oxygène. Quant au fer, le fer, qu'est-ce que c'est? Historiquement, le fer, c'est ce qui a permis à l'homme de partir à la conquête de la matière. Souvenez-vous de la manière dont l'âge du fer a permis à l'humanité de prendre une place particulière dans le monde animal. En poussant la comparaison, on pourrait dire que le fer, c'est l'épée, c'est le glaive qui part à la conquête. Bref, sans trop verser dans la langue des oiseaux, le fer, FER, pardon, a un rapport avec le fer, FAIRE, avec l'acte de conquérir et de réaliser. Mais pour conquérir autant que pour réaliser, l'être humain a besoin de motivation, il a besoin d'énergie, et cette énergie, cette motivation, c'est l'oxygène, c'est la joie de vivre qui vont le lui apporter. Et pour que ça fonctionne, il faut à un moment donné que le fer accepte de lâcher prise afin de partager l'oxygène. Et c'est la contraction de la globine qui va permettre ce lâcher prise. Autrement dit, cette contraction que la globine exerce sur le fer, FER ou FEIRE, comme vous voulez, c'est le stress. C'est ce stress que nous vivons, mais ce stress qui amène le détachement, et ce détachement va libérer la joie de vivre afin qu'elle soit partagée. Et finalement, en faisant sauter le cadre, si j'ose dire, ce virus nous met en grande difficulté, c'est évident, mais en même temps, cette crise que nous traversons est une opportunité à saisir. Donc, ce stress que nous vivons, c'est cette globine qui se contracte sur le fer, sur tous les aspects matériels de notre existence, et c'est à peu près sûr que nous serons amenés, comme le fer, à lâcher prise sur un certain nombre de choses, que ce soit des biens matériels, mais aussi des idées, et afin que l'énergie et la joie de vivre puissent à nouveau circuler dans l'humanité. Alors, j'ai conscience que c'est je vous propose là une option un peu idéaliste, mais en même temps,
je me dis qu'on n'a pas tellement d'autres possibilités. Et c'est évident que ça ne se fera pas tout seul, hein. Mais ce que j'aimerais ce soir, pour terminer hein, ce petit exposé, c'est terminer sur une note un peu encourageante. C'est l'extrait d'un poème que j'avais écrit dans mon premier livre. C'est la fin du poème que je vous relis. La nuit la plus profonde, au creux de l'heure sombre, prépare avec amour l'éveil d'un nouveau jour. La nuit la plus profonde, pardon, la nuit la plus profonde, au creux de l'heure sombre, prépare avec amour l'éveil d'un nouveau jour. Voilà. J'arrête et puis je vous laisse la parole pour les questions. Allez, je vais vous encourager. C'est une parole de Lao Tse. Lao Tse disait, le sommet de la montagne commence par le premier pas. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, je vais poser une petite question. En fait, j'étudie vos ouvrages depuis quelques jours et je me posais une question. Dans le cas d'un patient qui présenterait plusieurs symptômes ou plusieurs maladies en même temps, est-ce qu'elles auraient un lien entre elles ou alors il faudrait à chaque fois les dissocier pour essayer de comprendre l'histoire du patient et ce qui lui est arrivé? En général, elles ont un lien entre elles. Ça fait souvent résonance. Ça, c'est une chose que l'on constate en homéopathie, euh, où, par exemple, oh, est-ce qu'on a le temps précisant cela? Il y a ce qu'on appelle des maladies chroniques, et vous vous rendez compte que ces maladies chroniques vont donner un ensemble de symptômes. Mais si vous les regardez, au fond, il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un nœud de souffrance, on va dire, un nœud de souffrance qui peut se manifester par plusieurs symptômes. D'accord. Mais c'est le Ok, même nœud de souffrance, voilà, au fond. merci. Je pense que nous sommes tous animés par une question douloureuse. Hein, nous avons plusieurs questions hein, dans notre existence, mais il y en a une qui nous tient à cœur, dont nous n'avons pas nécessairement conscience, hein, mais qui est vraiment la question fondamentale. Je pense que cette question nous anime et ça peut prendre plusieurs formes. D'accord. La question peut prendre plusieurs formes, morales ou physiques. Ça peut s'exprimer par des maladies physiques. Et pour Christian. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous occupez de quelqu'un qui a le Covid? Alors, comme vous savez, donc je suis médecin homéopathe. J'ai souvent quand même un rôle plutôt de consultant que de médecin traitant, c'est-à-dire que souvent les patients sont pris en charge par le médecin traitant, mais j'accompagne mes patients aussi avec un complément d'homéopathie et de phytothérapie, et avec notamment de très bons résultats, souvent avec le remède dont je viens de vous parler, où ça m'a permis d'éviter d'hospitaliser un certain nombre de personnes, plusieurs personnes qui étaient dans une phase d'aggravation de la maladie, et le remède a pu corriger hein, cette évolution défavorable. Alors, bon, j'en parle pas trop, hein, comme vous imaginez, parce qu'en ce moment, c'est tellement une source de polémique que moins on en dit, mieux ça vaut, mais quand on peut aider les personnes, on s'en prive pas, quoi, hein. D'accord. Cela dit, il n'y a pas, encore une fois, d'études scientifiques hein, en double aveugle. Moi, je parle de ma petite expérience personnelle, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Voilà. Alors, pour compléter ma question, pourquoi certains attrapent le Covid? Je pense à des couples qui ont été confrontés ensemble au virus. Certains l'ont et pas d'autres. Alors, ben, écoutez, c'est un peu l'histoire de Marianne avec son hépatite. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des affinités. Le virus va entrer en résonance, il apporte une information. Et quand cette information trouve une résonance dans la personne, elle va se développer de façon plus importante. Et alors que d'autres, au contraire, il y a peu de résonance et du coup, ils font une forme bénigne. Alors, on parle aussi, on évoque beaucoup les défenses immunitaires. C'est vrai que les défenses immunitaires jouent, sûrement. Je ne suis pas certain que ce soit la seule réponse. Je pense qu'effectivement, certaines personnes sont prémunies parce que
elles sont dans une, comment dire, dans une idée d'elles-mêmes et de l'existence qui peut même peut-être les met à l'abri, peut-être. Ça, c'est purement hypothétique, mais en tout cas, c'est vrai que ce virus ne touche pas les personnes de la même façon, hein, même s'il est très contagieux, hein, et les Anglais sont en train de nous concocter quelque chose de pas forcément sympathique de ce point de vue-là, même s'il est très, très contagieux, euh, bon, effectivement, pour certaines personnes, elles vont passer un peu à travers. Moi, j'ai connu, même, je dirais, parmi mes proches, euh, un couple dans lequel le mari était contaminé et la femme est restée indemne. Et bon, donc, effectivement, je pense qu'il y a des points de résonance. Je vous propose, si vous voulez, ce n'est pas une réponse scientifique que je vous apporte, hein, c'est une hypothèse. Je pense qu'il y a l'hypothèse, effectivement, d'une résonance qui se fait en fonction de la personne et de ce que l'information apportée par le virus vient toucher, hein, dans la personne. Voilà. J'ai une petite question. Oui, question, oui. Oui, par rapport, pour faire résonance au soleil noir et justement à ce que les Anglais et les Sud-Africains nous concoctent actuellement, comment expliquer un petit peu cette évolution, cette mutation du virus? Est-ce que dans les images de ce soleil noir qui nous montre nos zones d'ombre, il y a un lien avec cette mutation qu'il est en train d'œuvrer pour toucher encore un plus grand nombre peut-être Ah, ça, je peux pas te répondre, hein, par rapport à ça. Bon, c'est quelque chose effectivement d'assez récent. Ça pose aussi la question de l'utilité du vaccin, hein, parce qu'on se dit, mais bon, si ça commence à muter comme ça, est-ce que le vaccin sera encore efficace? On n'en sait rien, quoi, hein. Donc, euh, Oui, c'était un peu la question, c'est-à-dire que ce soleil noir nous cache nos zones d'ombre, et face à ça, on est en train de nous sortir un vaccin. Bon, on en pense ce qu'on veut, là n'est pas la question, mais à se demander presque si ce vaccin ne sera pas obsolète avant même d'arriver sur le marché. Est-ce que justement cette mutation, ça va pas dans ce sens-là? oui, 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 oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait plus utile de creuser du côté d'un traitement plutôt que du côté d'un vaccin, parce que comme ce virus effectivement est mutant, si c'est comme les virus de la grippe où chaque année, donc il faut se faire vacciner d'une souche différente, sachant que le virus de la grippe, le vaccin contre la grippe perd de son efficacité chez les personnes âgées. Hein, savoir que, bon, à partir d'un certain âge, il est plus efficace qu'à 30 ou 40%. Et comme ces personnes âgées sont précisément celles qui sont les plus vulnérables par rapport au Covid, on se pose la question, on se dit, bon, est-ce que réellement, jusqu'où ce vaccin est-il utile? Je pense que c'est bien de chercher un vaccin, mais je pense que de n'en faire que le seul et unique cheval de bataille, à mon avis, c'est une erreur. Je pense qu'il faut chercher dans d'autres directions parce que le vaccin cette histoire, ce vaccin, je pense qu'il a surtout pour rôle, euh, dans l'esprit de ceux qui le mettent en avant, il a pour rôle non seulement, comment dire, de nous aider sur le plan sanitaire, mais il a aussi et surtout pour rôle de nous aider sur le plan économique, en essayant par ce moyen de ralentir la progression du virus pour permettre à l'économie de reprendre. C'est un peu ce que j'ai compris. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont même des immunologues, donc des médecins, qui ont avancé cet argument pour dire qu'il faut se faire vacciner pour des raisons économiques. Pas seulement économiques, mais il y a aussi tout aspect qui intervient, d'où l'histoire aussi, la fameuse histoire du passeport vaccinal, hein, mis en avant par les Israéliens et qui commence à acheminer chez nous. Donc c'est vrai que le vaccin n'est pas obligatoire, mais un jour ou l'autre, on sera quand même bien obligé de le faire si on veut continuer de vivre normalement, quoi. Enfin, on verra, mais c'est vrai qu'il serait quand même plus judicieux, je pense, de trouver un traitement, hein, qui soit actif dans les différentes formes du virus. Hein. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous nous rementionner, nous confirmer, pardon, la dissolution? J'avais entendu 3 CH, mais je n'ai pas compris la posologie. 15 ou 30 CH. Voilà. La posologie?
c'est 3 granules toutes les 2-3 heures. Donc ça, c'est suivant l'étude indienne. Oui. Merci. Ce n'est Alors, cool, j'ai c'est lu celui-là. une question qui m'a été envoyée par écrit. Moi, je l'ai noté. Pourquoi ce virus touche moins les pays pauvres que les pays riches? C'est parce que je pense que ce virus a quelque chose à voir, comme j'ai essayé de l'expliquer, peut-être je ne l'ai pas expliqué suffisamment bien, avec le FAIRE, c'est-à-dire avec la matérialité, avec l'orientation matérielle de notre civilisation. Hein. Et c'est vrai que ce sont les pays les plus riches et aussi les plus matérialistes hein, qui sont touchés. S'il est né en Chine, je pense que ce n'est pas non plus un hasard, parce que quand vous voyez comment ça se passe actuellement en Chine, hein, je dirais que c'est vraiment, ils sont dans la caricature de la croissance matérialiste. Et ce virus est en train de nous dire, mais bon, est-ce que c'est ça qui est le plus important, en fin de compte hein? Donc, c'est une interprétation hein, que je vous propose, mais ça pourrait expliquer aussi le fait que les pays pauvres, effectivement, soient moins touchés. Alors que leur hygiène laisse à désirer. Hein, mais dans nos pays pétris d'hygiène, enfin un peu plus que les pays pauvres en principe, le virus se développe très facilement, beaucoup plus facilement. J'ai une autre question par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure concernant le foie qui est au bout de la chaîne. Est-ce que vous pourriez reprendre, voilà, bon, j'ai compris que les aliments, effectivement, progressaient dans l'organisme jusqu'au foie, et après, j'ai pas tout compris. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que l'aliment, si vous prenez, disons, l'aliment un peu comme une hein, vous savez, bon, un ver de terre, ça avance en mangeant la terre. Donc, c'est en mangeant la terre que ça lui permet d'avancer. Et nous, quelque part, nous avançons en digérant nos expériences de vie. Bon, voilà, nous avançons en digérant nos expériences de vie. Eh bien, au niveau alimentaire, l'aliment est d'abord ingéré, il est mastiqué pour le broyer, puis après il subit toute une série de traitements à la fois mécaniques et chimiques. Hein, au niveau de l'estomac, il arrive dans une poche d'acide chlorhydrique hein, qui lui fait subir un traitement chimique épouvantable. Après, c'est les enzymes pancréatiques qui s'en chargent. Bref, l'aliment est complètement, comment dire, fragmenté en petits morceaux, en petites molécules. Et après, au niveau de l'intestin grêle, l'aliment passe et l'intestin grêle dit, bon, ça je le prends, oui, allez hop, ça m'intéresse, ça non, c'est pas bon. Voilà, donc l'intestin grêle, ça résonne un peu avec le discernement. Hein, ça oui, c'est bon, ça non, c'est pas bon. Mais une fois que les aliments ont été absorbés par l'intestin grêle, ils ne passent pas directement dans le sang circulant, ils passent d'abord par le système porte, hein, qui est un système sanguin entre les intestins et le foie. Et c'est au niveau du foie que l'alchimie va se produire, c'est-à-dire c'est au niveau du foie que les aliments encore extérieurs vont vraiment avoir cette ultime transformation qui fait que quand ils vont passer dans le sang circulant, les anticorps vont les reconnaître. Ah, salut, t'es un copain, t'es habillé comme moi, donc on ne va pas se taper dessus. Hein. Enfin, donc, si vous voulez, le foie va marquer un peu l'empreinte du moi sur l'aliment qui est ingéré. Et on va dire que d'un côté et le foie de l'autre sont les deux extrêmes de ce processus d'appropriation. Hein. Je m'approprie mon existence et on va retrouver la même chose au niveau des dents. Quand les personnes ont des problèmes dentaires, c'est souvent parce qu'elles ont du mal à s'approprier quelque chose de leur existence. C'est aussi souvent, en ce qui concerne les dents, parce qu'il y a des décisions qu'elles ont du mal à prendre. Hein, et cette indécision, effectivement, peut les mettre en difficulté. Et le foie, à l'opposé, c'est la dernière étape. C'est là où, avant, l'aliment n'est pas encore moi, après, c'est moi. Donc, c'est vraiment, je m'approprie hein, mes expériences de vie. Et donc, je dis, ça, c'est moi, ça, je le désire, et ça, c'est pas moi. Vous voyez, par exemple, certains auteurs font des raccourcis que, honnêtement, je réprouve en disant le foie, c'est la colère. Bon, pas du tout. Hein. Bon, c'est vrai que le foie peut engendrer une colère particulière. Cette colère est liée à la frustration. Hein, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, un désir qui est frustré parce que la personne a l'énergie de s'approprier son existence et du coup, elle va retourner ça
contre elle sous forme de colère. Donc, Et voilà. mais c'est une colère par frustration, ce n'est pas une colère comme celle du cœur, par exemple, qui est dans une relation de pouvoir, ce qui est encore tout à fait autre chose. Voilà. Donc, et quand on est frustré, quand on ne parvient pas à s'approprier sa vie, qu'est-ce qu'on fait? On se fait de la bile. Les gens qui se font de la bile, c'est des gens qui n'arrivent pas à… qu'est-ce que je vois? Pardon. Hein, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'approprier leur vie, et du coup, ils sont anxieux. Je dis souvent, la peur de mourir, c'est d'abord une peur de vivre. Les gens qui n'ont pas, qui intensément n'ont pas peur de mourir. Merci beaucoup. C'est un peu compliqué parce qu'il y a du bruit à l'arrière, mais bon, c'était vraiment très clair là. Merci. Il y a une personne qui pose une question sur le chat, et c'est Philippe. Donc, tout est en vibration. Y a-t-il une corrélation entre le virus et le taux vibratoire de la personne? Alors, oui, sûrement. Sauf que le taux vibratoire, encore faut-il pouvoir le mesurer. Donc, il y a des techniques pour ça, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, admises dans les milieux scientifiques classiques. Mais oui, effectivement, je pense que si la personne a un taux vibratoire élevé, elle peut, comment dire, le virus ne peut pas entrer en résonance. On peut le voir comme ça. Mais si vous voulez, quand vous posez la question comme ça, c'est comme si vous la posiez de manière quantitative. C'est-à-dire, j'ai des basses vibrations, je tombe malade, j'ai des hautes vibrations, je reste en bonne santé. C'est vrai et c'est faux en même temps, dans la mesure où je pense que ce n'est pas uniquement quantitatif, c'est également qualitatif. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la structure de personnalité qui va nous prédisposer à tel type de maladie plutôt qu'à tel autre type de maladie. Excusez-moi, bonsoir. Une petite interrogation de ma part, là, justement, comme vous parliez, notamment quand vous parlez d'hémoglobine, là, justement, l'importance du transport de l'oxygène au travers de sphères. Est-ce que, justement, préventif, il y aurait la possibilité de, je sais pas, soit au niveau alimentation, bien sûr, peut-être au niveau de l'exercice physique, d'accentuer cette oxygénation pour essayer de se prémunir de l'atteinte du virus, ou au moins d'être en meilleur état pour pouvoir répondre contre ces attaques? Oui, très probablement. C'est-à-dire que si vous faites de l'exercice, si vous aérez, si vous faites du sport, déjà, vous savez, on a remarqué que les personnes les plus vulnérables, les plus touchées, en général, étaient soit les personnes obèses ou les personnes diabétiques. Donc, ce qui est aussi un peu différent parce que l'obésité et le diabète, c'est quelque chose qui a un rapport avec la peur de manquer, quelque part. Et du coup, on rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant par rapport à cette peur de manquer sur un plan matériel. Mais le fait de s'aérer, donc de faire de l'exercice, effectivement, ça a un aspect préventif intéressant pour plein de maladies. Pour ce virus, pour la maladie d'Alzheimer également, pour un grand nombre de maladies, c'est important de faire de l'exercice. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des Américains ont fait des statistiques où ils ont montré qu'il y avait une nette corrélation entre l'activité physique d'une personne et son espérance de vie. Et je repose en même temps, et au niveau du foie, par rapport à son côté filtre, justement, est-ce qu'il y a des aliments vraiment à proscrire et d'autres à favoriser pour être en meilleur état? Alors, je vais vous faire sourire, mais c'est vrai que depuis que je suis médecin, ça fait je suis installé depuis à peu près 45 ans maintenant. Sur le plan diététique, j'ai entendu tout et son contraire. Tout et son contraire. À l'époque, quand je m'intéressais à la diététique pour soigner des malades du cancer, il y avait les partisans du tout cru, les partisans du tout cuit, ceux qui faisaient l'instinctothérapie, ceux qui
enfin bon, je dirais que dans ce domaine, on n'a pas encore, on est loin d'avoir des certitudes. On commence à se rendre compte maintenant que certains aliments effectivement sont plus toxiques que d'autres. Et personnellement, parmi toutes les études qui existent, hein, bon, vous avez dû entendre parler aussi du régime cétogène, enfin j'en passe. Celle qui, on va dire, trouve un peu grâce à mes yeux, c'est une étude nord-américaine, une étude canadienne qui a été réalisée par Richard Béliveau et son équipe. Alors, j'apprécie cette étude parce que, si vous voulez, donc c'est un groupe de chercheurs, hein, ils sont une quinzaine, qui étudient la question, mais sans partir d'idées préconçues, c'est-à-dire qu'ils sont, vous savez, comme les Américains, ils sont très pragmatiques. Hein, ça marche ou ça marche pas, voilà. Hein, ils sont pragmatiques. Et je trouve que le régime de Richard Béliveau est intéressant. Et bon, c'est un régime qui va préconiser effectivement de manger davantage de légumes et de fruits, de ne pas manger trop de viande, d'éviter les sucreries, hein, enfin, donc des choses que vous trouvez un peu partout dans la littérature. Hein, voilà. Et je réponds, vous savez, bon, c'est tellement vaste comme sujet, mais Oui. lisez les livres de Richard Béliveau, je pense que… D'accord, Béliveau, d'accord. Merci. Je vous en prie. Joachim, je te propose peut-être, si tu veux faire apparaître ce que j'appelle le service après-vente, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas osé poser de questions ou qui souhaiteraient prendre contact avec moi. Donc, je suis en train de refaire mon site, hein, philippe-dransart.com, qui est en refonte, qui sera opérationnel à partir de début janvier. Et si vous voulez me joindre, hein, pour une formation, donc adressez-vous à Christine Crony, hein, qui gère donc enfin qui va gérer donc le futur programme. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, ben, je vous remercie tous, hein, d'être venus ce soir. Je remercie Christine, je te remercie beaucoup Joachim, hein, de m'avoir offert cette possibilité. Et je vous rappelle donc que le jeudi 28 janvier à 20h, hein, nous allons parler un peu plus de pratique, hein, de méthode. Hein, donc, se poser, pour comprendre ce qui se passe dans mon corps, se poser 3 questions. Hein, qu'est-ce que je ressens, où je le ressens et depuis quand? On aura l'occasion de parler des 3 ressentis, on aura l'occasion de parler des organes. Je pense que cette soirée sera assez riche, mais assez différente de ce soir. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne soirée. À bientôt. Merci. Et passez bonne fête d'ici là. Bonne Ouais, fête. bonne Merci fête. vous également. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Et on n'a pas de micro. Au revoir. Au revoir. Au revoir.